Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nora Zaidi, direction de la relation client, programme manager. Bienvenue à notre webinaire sur la réforme de l'e-invoicing. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour discuter des changements importants et des opportunités que cette réforme apporte. Ce webinaire est organisé en collaboration avec deux leaders de l'industrie, EY et Microsoft, qui partageront leurs expertises et perspectives uniques. Au cours de cette session, nous aborderons les sujets suivants. Nous commencerons par un aperçu des nouvelles réglementations en matière de facturation électronique qui visent à moderniser et à sécuriser les échanges commerciaux en France, ainsi qu'un aperçu dans les autres pays concernés également. Nous vous informerons des dernières évolutions concernant le portail public de facturation, PPF, et les plateformes de dématérialisation partenaires, PDP, y compris leur rôle central dans la gestion des factures électroniques. Nous détaillerons le calendrier mis à jour pour la mise en œuvre de la facturation électronique, ainsi que les obligations spécifiques pour les entreprises de différentes tailles. Nous discuterons également des objectifs de cette réforme, tels que la réduction des coûts administratifs et la lutte contre la fraude fiscale, ainsi que des impacts potentiels sur vos opérations quotidiennes. Et enfin, nous aborderons les sanctions prévues en cas de non-conformité afin de vous aider à comprendre les risques et à vous préparer en conséquence. Nous espérons que ce webinaire vous fournira des informations précieuses et des idées pratiques pour naviguer dans cette transition. De plus, vous aurez la possibilité de poser vos questions en scannant un QR code qui est affiché à l'écran tout au long de la session. Merci de votre participation et bonne séance. Cher Cédric, cher Amaury, je vous laisse la main. Merci Nora. Bonjour à tous, donc Cédric Bernard. Donc, je suis avocat associé au sein du cabinet d'avocats EY et associé au sein d'un département où nous sommes 3 associés et une trentaine de personnes qui travaillons depuis 2020 sur la réforme de la facturation électronique. Donc nous avons déjà accompagné, sommes en train d'accompagner de nombreux clients et groupes. Maurice, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury Dallot, je suis senior manager au sein d'EY et Société d'avocats. Ça fait 8 ans que je travaille pour EY Société d'avocats et depuis 3 ans sur la réforme de la facturation électronique. Et concrètement, j'accompagne les clients du cabinet pour structurer la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique dans leur environnement juridique et informatique. Albert, peut-être qu'on... Ouais, attends, j'ai oublié une petite précision. Comme on le verra, donc là, le dispositif qu'on va voir ensemble va être couvert pour partie par une norme AFNOR. Et juste pour vous dire que donc, le cabinet d'avocats EY et donc, par mon intermédiaire, en fait, participe aux travaux de cette commission. Voilà. Albert, c'est à vous. Ouais, merci à tous. Bonjour, c'est Albert Mawad et je suis le go-to-market manager des ERP de Microsoft et plus principalement sur Business Central. Et ravi d'être parmi vous aujourd'hui sur ce webinaire. Merci. On va commencer pour la partie EY. On va vous présenter la réforme, ses grands enjeux et vous partager notre expérience sur les missions qu'on mène avec nos clients, en espérant que ça puisse vous être utile pour structurer votre propre approche. Cédric, c'est à toi. Donc, voilà, on a voulu commencer en fait par un petit aperçu au niveau international, donc sans avoir la prétention aujourd'hui de passer en revue chaque pays. Mais tout ça pour vous montrer en fait que cette réforme du invoicing, donc qui, je le rappelle, est une obligation à minima de transmettre des factures nouveau format à ses clients dans un format en principe structuré, d'accord, par rapport à aujourd'hui quand vous émettez des factures en PDF simple, même si c'est déjà un fichier informatique. Demain, il n'aura plus la même tête. Voilà, il s'agira de transmettre ces factures dans un format structuré. Ce qui est le minima des réformes dans le monde entier. Après, comme on va le voir, vous allez avoir en fait une complexité complètement diverse entre les pays. Mais voilà, ce slide est juste le suivant en fait pour vous montrer juste par le jeu de couleurs qu'effectivement on a vraiment une montée en puissance dans beaucoup de pays du monde entier de ces types de ces nouvelles obligations de facturer, de invoicing. Maurice, c'est à toi.
Voilà, donc effectivement, de plus en plus de pays qui adoptent la facturation électronique ou des obligations qui s'approchent de la facturation électronique avec l'obligation de, pas nécessairement de transmettre les factures électroniques à l'État, mais l'obligation de transmettre des données. Avec des données plus ou moins complexes. Si on va sur la gauche, on a les modèles les moins complexes avec la Belgique et l'Allemagne, et peut-être le modèle allemand qui est le plus simple, puisqu'en fait, il y aura l'obligation en Allemagne d'émettre des factures électroniques, mais ces factures, les sociétés garderont la possibilité de les envoyer directement à leurs clients. La seule chose, c'est que le format sera imposé, mais il n'y aura pas de transmission en temps réel à l'administration fiscale allemande. Et il n'y a pas non plus d'obligation de passer par un réseau spécifique. Il y a une possibilité, mais qui est laissée au libre choix des sociétés. Ça, c'est vraiment le modèle le plus simple. Et si on va à l'opposé, il y a des modèles vraiment beaucoup plus complexes, comme la France, la Belgique, ou le Brésil plutôt, ou l'Italie. Si on prend le cas brésilien, c'est un cas où les factures, elles doivent être validées par l'administration fiscale brésilienne avant de pouvoir être transmises aux clients. Donc voilà, là, on est dans un système où il y a carrément une validation a priori des factures. Et si on prend le modèle français, qui est peut-être celui qui nous intéresse le plus, il n'y a pas une validation par l'administration, mais il y a quand même une validation de la cohérence des factures par le système de facturation électronique. Et on va aussi le voir, puisqu'on va le détailler dans les prochains slides, qu'il y a en plus de cette obligation de facturation électronique, en France, on a des obligations connexes de e-reporting, de cycle de vie des factures, de transmission des informations de paiement de certaines factures aussi, qui font que cette réforme est complexe parce que finalement, ce n'est pas une obligation, mais c'est plusieurs obligations. Voilà. D'où l'importance, en fait, voilà, si vous menez des projets en ce moment qui concernent plusieurs pays en même temps, il ne faut pas se dire, vu d'hélicoptère, bon, bah, mes systèmes savent gérer la production d'une facture dans un format structuré, que je vais ensuite adapter au format des pays. Ça peut être plus complexe que ça, comme on va le voir avec la France. Il faut vraiment, enfin, c'est vraiment notre conseil aujourd'hui, c'est de bien spécifier ses besoins dans chaque pays. Au regard ses besoins légaux et également métiers, et avant effectivement de tout consolider et éventuellement ensuite voir un partenaire pour se faire aider. Donc ça permet de faire le lien avec aussi la directive VIDA. Cédric, je te laisse développer ce slide peut-être. Ouais. Voilà, donc on va effectivement plus rentrer en détail au niveau de la réforme française. Vous êtes peut-être également exposé dans d'autres pays européens. Ce qu'il faut effectivement avoir en tête, c'est que donc ce projet de directive a mis longtemps à mûrir au niveau des instances européennes, mais a été adopté depuis le 5 novembre 2024. Donc VIDA, donc ça concerne effectivement des modifications au plan de la TVA, pas seulement sur la facturation électronique, mais l'un des piliers concerne directement le sujet du jour, puisque alors dans un avenir un peu plus lointain, c'est-à-dire à partir de 2030, l'obligation dont on va parler côté France de e-invoicing va s'appliquer aux transactions intracommunautaires, d'accord? Donc le changement demain, c'est que quand vous facturez vos clients dans l'Union européenne, pardon, il faudra également adresser des factures selon un format structuré conforme à la norme EN 16931. Ce qui est intéressant parce que en fait, ce qui signifie que les travaux que vous allez mener au niveau des différents pays, et notamment la France, serviront en fait pour pouvoir gérer ce format EN 16931, puisqu'en fait, côté France notamment, les formats structurés qu'on va vous imposer de produire seront basés sur cette norme, même si effectivement il va y avoir des spécificités pour la France. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on ira vers une harmonisation des délais d'émission de factures au plan européen. Et alors, cette obligation de transmission des factures dans un format structuré à ses clients va s'accompagner ce qu'on appelle en France un e-reporting, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, vous devrez adresser vos factures à vos clients sans portail, mais par contre, il faudra effectivement produire en même temps, nourrir un fichier de e-reporting qui reprendra des données des factures émises ou des factures reçues, puisqu'en fait, à ce stade de ce que l'on sait, cette obligation de e-reporting va toucher à la fois les fournisseurs et les clients dans ces transactions intracommunautaires. Et donc, ces informations seront adressées à l'État qui vous concerne, enfin, dans lequel vous êtes assujetti.
Et derrière, en fait, l'intérêt pour vous, c'est que demain, ça va remplacer les obligations aujourd'hui de déclaration type déclaration d'échange de biens, alors ça existe sous un autre terme aujourd'hui, et déclaration d'échange de services. Donc à terme, ces obligations vont disparaître au profit de ces e-reporting qui concernent les transactions intracommunautaires. Autre évolution qui est prévue également, on va le revoir tout à l'heure pour la France. Dès septembre 26, vous aurez, ou 27 selon la date d'entrée en réforme, vous aurez en fait à ajouter des mentions obligatoires à vos factures de vente, évidemment celles que vous émettez. Il y aura également une petite évolution au niveau de même nature au niveau européen à compter de 2030, puisqu'effectivement cette obligation européenne va également imposer d'autres mentions obligatoires. Voilà. Et enfin, dernier point, donc puisqu'effectivement on parle d'une directive, donc d'un cadre européen, ce cadre-là, en fait, va changer un petit peu comment dire, les règles du jeu, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être suivi pour la France notamment et l'Italie, les États ont dû demander une dérogation à la Commission pour pouvoir en fait mettre en œuvre une réforme de facturation électronique. Alors que demain, ce sera la norme, d'accord. Et il faudra qu'en fait les États demandent des exceptions si elles veulent que les transactions locales restent en format non facturation électronique. Maurice, c'est à toi. Ok, donc ce slide, on a expliqué que vous allez devoir transmettre des factures électroniques et du coup, soit ces factures, soit les informations que contiennent ces factures en temps réel ou en quasi-temps réel aux différentes administrations fiscales qui appliquent ce type de réforme. Simplement, d'un point de vue fiscal, ça veut dire qu'on est sur un genre de Big Bang, puisqu'en fait, l'administration, au lieu de recevoir des données a posteriori une fois par mois, au moment où vous allez déposer vos déclarations de TVA, c'est-à-dire vos CA3 pour la France, bah, au lieu de ça, elle va recevoir des données en temps réel ou en quasi-temps réel. Pour la France, on verra que pour la partie facture électronique, c'est du temps réel. Pour la partie reporting, ce sera tous les 10 jours pour la plupart des entreprises. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va donner un ensemble de données que l'administration va pouvoir utiliser pour faire des contrôles de cohérence, pour faire aussi du pré-remplissage de déclarations, bien sûr, et pour cibler du contrôle fiscal. Et ça, c'est le grand enjeu de ce type de réforme, c'est de se dire quelle transparence ça donne aux administrations sur mes données, sur mon activité. Et qu'est-ce que ça signifie? Typiquement, est-ce que l'administration, elle serait, à partir des données qui sont sur les factures, et on verra que pour la France, on est sur des données lignes de facture, est-ce qu'elle ne va pas être capable de challenger ma politique de prix de transfert, puisque finalement, elle va être capable de faire le lien entre mes achats, mes ventes, et de reconstituer le modèle qui s'applique et éventuellement d'analyser des marges, et du coup, de venir vous challenger beaucoup plus. Donc voilà, pour nous, c'est ça et c'est ce qu'on veut avoir en tête. On a aussi bien en tête que peut-être pour vous aujourd'hui, le premier enjeu, c'est d'être capable d'émettre ou de recevoir des factures électroniques. Ce qu'on veut vous dire, c'est que oui, c'est vrai que c'est le premier challenge. Il faut être prêt, et notamment pour 2026 ou 2027 pour la France. Mais au-delà de ça, il faut aussi être prêt au niveau comptable et au niveau fiscal à tirer les conséquences de ce type de réforme, puisque ça va changer les relations que vous allez avoir avec les administrations. Il faut au moins être autant préparé en termes d'analyse de données, on va dire, et de réconciliation avec le déclaratif fiscal. Voilà. Et du coup, par rapport à cette masse d'informations nouvelles que va capter l'administration, il faut vraiment se dire qu'en parallèle, l'administration mène des projets mêlant des technos de data mining et d'intelligence artificielle qui vont lui permettre en fait de traiter cette masse d'informations et de mieux détecter les dossiers qui mériteraient, selon elle, d'être contrôlés. Voilà. Donc là, sur ce slide-là, on a souhaité en fait vous montrer un petit peu je dirais malheureusement, mais la complexité, l'une des complexités de la réforme française. Bon, on est en France évidemment. À savoir en fait que la réforme de la facturation électronique pour la France nécessite en fait de bonnes connaissances juridiques pour pouvoir être appréhendé et être spécifié dans vos projets, puisqu'en fait aujourd'hui donc on a des dispositions qui concernent cette réforme dans des lois de finances qui se sont succédées. On a eu un décret et un arrêté en 2022. Voilà. On a eu pour ceux qui ont suivi un petit peu les choses, différentes versions des spécifications détaillées produites par l'AIFE, donc qui est la direction au sein de l'administration fiscale qui s'occupe notamment du projet de facturation électronique. C'est cette direction qui est en charge toujours notamment du fameux PPF, même si on lui a coupé un peu les ailes depuis octobre. On ne pas oublier VIDA, donc comme je l'ai évoqué, même si c'est à prévoir dans un deuxième temps, quand même, quand on fait ces spécifications, peut-être
directement intégrer notamment les nouvelles mentions de facture dans son projet. Et enfin, donc, petite nouveauté donc, depuis décembre 2024, on sait, voilà, dorénavant, en fait, il y a une partie de ce qu'on va vous montrer juste après, une partie du scope de la réforme, pour laquelle l'État s'est peu ou prou désengagé. Alors, pas totalement, en fait, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, je participe à la commission AFNOR. Et évidemment, l'AIFE est présente et contrôle de tout ce qui est fait. Mais néanmoins, on peut espérer en fait que ces travaux permettront d'aboutir à des solutions un peu plus concrètes et pratiques pour les parties prenantes à cette réforme, versus ce que l'on peut avoir aujourd'hui dans les spécifications détaillées, voilà, qui posent souvent question quand on regarde dans les angles, dans les détails de la réforme. La réforme française, donc on va vous rappeler les grands principes de la réforme. Donc, bien sûr, l'objectif principal de la réforme, c'est de lutter contre la fraude à la TVA, hein, et la principale attente de l'État, c'est de récupérer plus de TVA. Dans les autres objectifs qui avaient été déclinés par l'administration, il y avait aussi le fait d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises et de mieux pouvoir suivre la situation économique du pays et des différents secteurs d'activité au travers des données qui lui seront remontées, comme on a dit, en temps réel ou voilà. Donc ça, c'était les objectifs qui ont été définis. Pour ça, l'administration a dû mettre en place pas une, mais plusieurs obligations. L'objectif étant de pouvoir reconstituer l'ensemble du périmètre de vos opérations qui sont susceptibles de porter de la TVA. Comme l'a dit Cédric, la France a dû demander une dérogation pour avoir le droit de mettre en place une obligation de facturation électronique, parce qu'aujourd'hui, le principe, c'est encore que la facture est une facture papier au niveau européen. Et la dérogation a été accordée uniquement pour les flux franco-français, c'est-à-dire que l'obligation de facturation électronique ne va s'appliquer que pour les factures entre assujettis à la TVA français. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout 100% du périmètre de vos factures. Pour toutes les factures que vous allez recevoir de fournisseurs étrangers, que vous allez émettre vers des clients étrangers, il n'y aura pas d'obligation de facturation électronique. Pour autant, ce périmètre de transaction peut aussi devoir porter de la TVA. Et en tout cas, il rentre dans l'alimentation de vos CA3. Et du coup, pour capturer ces transactions, l'administration a dû mettre en place une deuxième obligation, qui est l'obligation de e-reporting des transactions. Ça veut dire que dans ce second cas, et on le détaillera après, vous allez garder la main sur la transmission de la facture directement à votre client. Par contre, vous allez avoir une obligation d'extraire les données des factures pour les transmettre à l'administration, le plus souvent par décade. Donc, on a deux obligations, mais in fine, un objectif commun qui est de reconstituer l'ensemble de votre périmètre susceptible de porter, d'être grevé de TVA. Voilà ce qu'on peut dire sur les deux principales obligations. Et du coup, là, en fait, ce sont les 4 objectifs que vous a présentés Amaury qui induisent la complexité de la réforme en France. Puisqu'en fait, il y a à la fois, comme dans d'autres pays, entre guillemets, faciliter la vie aux entreprises. Bon, ça peut prêter à sourire vu la complexité du projet, mais malgré tout, quand ce sera en prod, effectivement, on peut estimer qu'il y aura des gains de temps et d'argent. Mais voilà, derrière, il y a vraiment, pour la France, effectivement, la présence de l'administration fiscale avec ses propres besoins. Et du coup, notamment avec cette volonté de mieux contrôler la TVA et de pré-remplir la déclaration, qui fait que donc elle entend capter tous les flux, tous vos flux en fait porteurs de TVA. Et du coup, d'où cette multiplicité d'obligations, parce qu'en fait, Amaury l'a dit, il y a invoicing et reporting, mais derrière cela, il y a invoicing, on verra, il y a des sous-cas qu'on appelle cas d'usage, et reporting, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Ça, c'est le premier point. Attends, juste. Je laisse le slide, ouais. Ouais, rapidement. Donc, bon, je pense que vous l'avez tous en tête, mais effectivement, on va en parler tout de suite. Mais voilà, depuis octobre 2024, vos factures et vos e-reporting, vous ne pourrez plus directement les adresser à l'administration fiscale. D'accord, il faudra passer par une PDP, on y reviendra. Néanmoins, en fonction de vos projets, de votre complexité, il ne faut pas oublier, on y reviendra, le rôle d'opérateurs de dématérialisation qui peuvent vous aider pour des briques de la réforme, d'accord ? Et une autre spécificité pour ceux qui travaillent avec le public, les entreprises publiques ou les administrations, effectivement, et qui passent par Chorus Pro. Donc, ce qui a été indiqué, c'est que dans ces conditions-là, il n'y aurait pas besoin en fait de prendre une PDP, ce serait Chorus Pro qui serait votre PDP. Voilà, si tu peux passer à la suivante. Alors, bon, je pense que beaucoup connaissent déjà ces schémas, mais on va quand même très rapidement revenir dessus parce qu'en fait, on a dû les mettre à jour suite aux évolutions intervenues en fin d'année dernière.
Donc, concernant si on replace le cadre, là, on parle en fait de 100% des factures que vous émettez. Ce qu'il faut savoir demain, c'est que pour partie, elles relèveront de l'obligation qu'on va présenter maintenant de invoicing. D'autres relèveront de l'un des e-reporting et d'autres, enfin, échappent complètement à la réforme. D'accord ? Donc là, on va vraiment se concentrer sur les factures qui relèvent de l'obligation de e-invoicing. Voilà. Donc les changements, qu'est-ce qu'ils sont ? Donc demain, donc à partir du moment où vous entrerez dans la réforme, vous ne pourrez plus adresser directement les factures à vos clients. Il faudra obligatoirement passer par une PDP de votre côté, d'accord, pour émettre vos factures à destination de vos clients. Et si vous prenez votre casquette côté client, il faudra également que vous ayez une PDP pour recevoir ces factures relevant de l'obligation invoicing. D'accord ? Toute facture qui ne passerait pas par ces canaux-là ne serait pas considérée comme une facture originale. Et donc derrière, ne serait pas susceptible de permettre la déduction de la TVA. Il faut avoir ça en tête. Voilà. Faire apparaître les flèches. Ouais, merci. Voilà, donc matérialisé en rouge, donc c'est ce fameux flux de e-invoicing, d'accord. Donc le autre changement, donc il y a les PDP à prendre en compte. Autre changement, on l'a déjà évoqué, donc le contenu des factures, donc et le format, pardon. Vous ne pouvez plus adresser de factures papier, de factures en PDF simple, d'accord, PDF image. Il faut absolument adresser un fichier au format structuré. La petite nouveauté par rapport au moment où le portail public pouvait se permettre de poster ces factures ou de les recevoir, c'est que là, comme demain, ces factures-là, ce flux-là facture transitera uniquement entre PDP, c'est-à-dire entre opérateurs privés, bien qu'agréés par l'État des opérateurs privés. Ces factures seront à minima dans l'un des trois formats du socle, UBL, C2I, FactureX. Ce sont trois normes différentes, mais qui contiennent derrière des données au format structuré, d'accord ? Donc ça, c'est des formats que les PDP s'engagent à savoir gérer. Mais pour ceux qui aujourd'hui échangent déjà avec leurs clients ou leurs fournisseurs des factures dans un format dit EDI, rien ne vous empêche demain, en fait, de continuer, et c'est ce qui est intéressant, de continuer à utiliser ce canal EDI, alors moyennant quelques modifications, notamment quant au contenu des factures, mais en tout état de cause, vous n'avez plus à tout jeter à la poubelle, d'accord ? L'EDI pourra continuer à subsister, moyennant quelques modifications. Donc ça, c'est le flux qui est matérialisé en rouge. Concernant ensuite le flux qu'on a matérialisé en violet, donc comme on vous l'a dit, l'administration fiscale entend capter une partie des données de ces factures. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que dès lors que vous, en tant que vendeur, vous émettrez une facture qui relève de invoicing, vous la posterez à votre PDP, d'accord, à minima, ou alors votre PDP, selon les services qu'elle vous proposera, pourra la constituer pour vous. Mais néanmoins, la PDP, à partir du moment où elle postera la facture, elle devra en fait prendre une partie de ces données, créer un sous-fichier qu'elle adressera à l'administration fiscale. Et évidemment, qu'est-ce qui intéresse l'administration fiscale? C'est l'ensemble des données présentes sur les factures qui ont une incidence quant au calcul de votre TVA, à la détermination de votre TVA ou pourquoi en fait une opération est soumise à taux réduit ou exonérée de TVA. Voilà, donc deuxième flux. Et un dernier flux, les flux matérialisés en vert. Donc là, concernant le invoicing, la réforme prévoit tout un cycle de vie, d'accord ? Un cycle de vie, en fait, c'est des statuts que vous émettez, que vous recevrez à certains moments de la vie des factures. Parmi cette liste de statuts, certains sont obligatoires, d'accord ? Et dès lors qu'ils sont obligatoires, il faut savoir que l'administration fiscale les captera. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ils rentrent en fait dans l'indétermination de votre TVA et dans les données nécessaires au contrôle de votre TVA. Mais la réforme, même si ça va relever de la commission AFNOR, la réforme prévoit également des statuts facultatifs qui, eux, en fait, ne seront pas adressés à l'administration fiscale, mais pour autant qui permettent de faciliter la vie entre vous et vos fournisseurs ou vous et vos clients. Voilà. Donc des statuts aussi à gérer, certains obligatoires, donc vous n'aurez pas le choix, il faudra les gérer dans votre projet, et d'autres facultatifs. Là, ce sera à voir aujourd'hui en fonction de comment vous procédez aujourd'hui avec vos clients et fournisseurs, et peut-être que ça va faciliter la vie par rapport à ces données-là. Et donc, la plateforme publique, on voit qu'elle récupère vos données, une partie des données de vos factures et les cycles de vie obligatoires, et évidemment, elle est chargée de les concentrer, d'accord ? Donc, en bleu, là, c'est ce qui reste du portail public, hein, du fameux PPF. Et son rôle, en fait, principal, ça va être de concentrer ces données et de les adresser à l'administration fiscale qui, elle, va les mouliner dans ces outils qu'on a évoqués tout à l'heure.
Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Maurice, c'est à toi. Maintenant, on passe à la deuxième obligation principale, qui est l'obligation de reporting. Donc, la différence par rapport à la slide précédente, c'est que là, vous gardez la possibilité d'envoyer les factures dans le format que vous souhaitez à vos clients, et donc principalement à vos clients qui ne sont pas français, qui ne sont pas des assujettis français. Par contre, vous avez une obligation d'aller extraire les données des factures et de les formater. Donc, ça, c'est un travail que vous pouvez sous-traiter à la PDP, et la PDP devra soumettre les données. Pour la plupart d'entre vous, ce sera tous les 10 jours. Ça dépend de votre régime TVA, mais donc pour la plupart d'entre vous, ce sera tous les 10 jours. Et de les envoyer à l'administration fiscale pour qu'elle puisse les exploiter à différentes fins, et notamment à des fins de pré-remplissage des déclarations CA3. Voilà, je pense que je ne vais pas m'appesantir plus, puisque c'est déjà bien détaillé. Juste un point, c'est qu'en fait, un point important, on ne parle pas là ici une obligation unique de e-reporting. En fait, vous avez des e-reporting de différentes natures et qui touchent différentes opérations. Vous avez un e-reporting côté plusieurs types de e-reporting côté vente, d'accord, en fonction de si vos clients sont B2B ou B2C. Et côté achat également, vous avez certains achats, notamment en pratique ceux pour lesquels vous avez à auto-liquider la TVA, qui relèveront également d'un e-reporting. Voilà, donc là, jusqu'à présent, en fait, on a vu au même niveau les différentes obligations, c'est-à-dire vos factures, elles relèvent soit du invoicing, soit du e-reporting, soit pour certaines, elles sont en dehors de la réforme. Ça induit, en fait, comme conséquence, dans le cadre des projets de mise en œuvre de cette réforme, ça induit en fait un chantier qui est non des moindres, c'est-à-dire de savoir automatiquement déterminer les obligations pesant sur vos factures. C'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas manuellement vous dire là j'ai mis une facture, de quelle obligation elle relève. Il faut absolument que ce soit traité automatiquement dans vos systèmes d'information. Voilà, donc là, rapidement, mais on a matérialisé effectivement les questions qu'il faut se poser pour construire un arbre décisionnel. Donc c'est des questions tenant en fait à sur quoi porte l'opération, qui on est en tant que fournisseur, à qui on vend, le lieu de l'opération, si l'opération est imposable, exonérée, etc., etc. Donc on aborde une complexité de la réforme en fait qui nécessite des connaissances assez poussées en matière de TVA quand on rentre dans les cas un peu complexes. Et en dessous, donc on vous a indiqué effectivement assez simplifié, mais un arbre décisionnel qui vous dit effectivement, voilà, quand on est assujetti français en tant que fournisseur, si mon client il est également assujetti français, et que l'opération le flux physique est France, à ce moment-là, effectivement, mon opération, elle relève du invoicing. C'est un exemple, d'accord ? Par contre, si je suis toujours assujetti français, mais je vends un assujetti étranger, dans certaines conditions, mon obligation, elle relève du e-reporting. De même si je vends à un non-assujetti français, de même si je vends à un non-assujetti étranger. Voilà, il y a tout un... Et en fonction, on l'a matérialisé en rouge, effectivement, en fonction de là où on se place, de là où la facture se place dans ce cadre, on relève de différents flux qu'on nomme, pour les spécialistes, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc flux 2, flux 6, flux 10 points, etc. Donc c'est invoicing, reporting, statut, qui sont différents en fonction des monceaux. Et ne pas oublier, en fait, si vous êtes concerné, si des sociétés, dans votre groupe, si vous avez des sociétés étrangères qui vendent en France, dans certains cas également, elles pourront relever du e-reporting. Donc il ne faut pas les oublier dans votre projet. Et le cas le plus courant, c'est effectivement vous êtes client, vos fournisseurs sont étrangers, vous tombez dans le e-reporting. Voilà. Et tout à la droite, on voit qu'en fait, on a des cas de factures qui ne sont pas concernées par la réforme. Donc essentiellement, ce sont les factures qui sont exonérées de TVA parce que l'opération, parce qu'on a un article du code en fait qui prévoit cette exonération. Ça peut être parce que ça porte sur la banque, sur l'assurance, etc., etc. Toutes les joyeusetés des articles 261 et suivants. Maurice, c'est à toi du coup. Oui. Donc là, on vous a dit, donc la grande division, c'est la première grande division, c'est d'être capable de séparer vos flux de facturation entre invoicing et reporting. La deuxième grande division, ça va être de se dire dans quel cas j'ai des cas de facturation particuliers, ce qu'on appelle des cas d'usage. Par exemple, ça va être l'autofacturation, ça va être tous les cas où je dois envoyer la facture, pas uniquement à mon client, mais aussi à un tiers, parce qu'il doit valider cette facture. Donc, c'est tous les cas de facturation particuliers.
Ils peuvent nécessiter soit d'avoir un marqueur pour tout simplement que la PDP sache ce qu'elle doit faire, qu'elle doit l'envoyer par exemple à un acteur particulier, soit les factures doivent embarquer des données supplémentaires. Donc ça, voilà, il faut savoir lister ces cas d'usage. Et la même chose dans le reporting, comme l'a déjà détaillé Cédric, il n'y a pas un reporting, il y en a plusieurs. Notamment, il y a un reporting particulier si vous exploitez des systèmes de caisse pour lesquels vous n'émettez pas des factures. Vous allez juste avoir des aides de caisse. À ce moment-là, sur la base de ces aides de caisse, vous aurez à émettre un reporting qui est simplifié, qui n'est pas le même que le reporting des transactions. Et puis, il y a d'autres cas spécifiques. Je pense qu'on va passer rapidement parce qu'on a déjà presque épuisé notre temps de parole. Mais, Ouais. voilà. Mais juste avec donc il y a la complexité en termes de nombre d'obligations à respecter, mais également il y a aussi une complexité en termes de rythme d'alimentation de ces obligations. Effectivement, on sait que par exemple pour les reporting, c'est selon votre régime TVA, ça peut être tous les 10 jours. Mais qu'est-ce qui va faire que dans cette période de 10 jours, je dois mettre ou pas je dois positionner ou pas ma facture dans quel décade en fait? Voilà, donc il y a pas mal de questions à se poser. Très rapidement, donc un rappel sur le calendrier, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut savoir depuis l'abandon du portail public, c'est que en fait, quel que soit que vous soyez ETI, PME, grande entreprise, il faut bien avoir en tête qu'au 1er septembre 26, dans tous les cas, vous devrez avoir contracté avec une PDP à minima pour être en mesure de recevoir les factures relevant du invoicing adressées par des fournisseurs qui, eux, qui entrent dans la réforme au 1er septembre 26. Voilà, parce qu'autrement, vous ne recevrez pas de facture. Avant, si vous ne bougiez pas, il y avait le portail public qui était la solution par défaut, vous y étiez inscrit par défaut, là c'est terminé. Donc il faut bien avoir en tête que même si effectivement vous rentrez vraiment dans la réforme en septembre 27, pour autant, il y a des choses à faire dès septembre 26. Deuxième point, donc comme je vous l'ai dit, en fait, il va y avoir des mentions nouvelles à ajouter sur les factures, il y en a 4. Donc là, c'est un petit peu changé par rapport à ce qu'on avait avant certains textes, et du coup, ça peut être rassurant. Ces mentions ne sont à fournir à intégrer à vos factures que lorsque vous rentrez dans la réforme, c'est-à-dire au 1er septembre 27 et pas avant, si vos obligations de produire des invoicing et reporting commencent à cette date-là. Voilà. Et donc, alors, juste aussi pour rappel, les critères. Donc, aujourd'hui, il y a eu un moment donné dans la réforme, on avait en fait 3 steps d'entrée dans la réforme, on n'en a plus que 2. Donc, septembre 26, c'est si vous êtes considéré comme grande entreprise ou ETI. Donc, sachant que ça se regarde, il y a des critères qui se regardent entité sociale par entité sociale et non pas au niveau groupe, d'accord? Et septembre 27, c'est si vous relevez de la catégorie petites et moyennes entreprises, sachant que vous pouvez tout à fait devancer l'entrée dans la réforme, d'accord? Voilà, et les critères, donc très rapidement, donc il y a un critère unique qui se suffit à lui-même, c'est si vous avez plus ou moins de 250 salariés. Si vous avez plus de 250 salariés, vous rentrez dans la réforme en septembre 26. Si vous avez moins de 250 salariés, il va falloir vous intéresser en fait à votre total bilan et à votre chiffre d'affaires, si le total bilan dépasse 43 millions d'euros et votre chiffre d'affaires dépasse 50 millions, vous êtes également éligible à la réforme dès septembre 26. Sachant que ces chiffres-là sont à considérer sur la déclaration déposée au 1er janvier, excusez-moi, 2025, donc la déclaration qui est déposée juste avant cette date, ou s'il n'y en a pas, à la première qui est déposée à partir de janvier 25. Mais en tout état de cause, l'important, donc c'est septembre 26, tout le monde, il faut avoir une PDP, et également, parce que je pense qu'on a tous en tête cette question, parce qu'il y a eu des reports, il y a eu des hésitations. Nous, à chaque fois qu'on rencontre l'administration, maintenant, ils prennent soin de dire, puisqu'en fait, on a reporté une grande partie de la complexité de la réforme sur le secteur privé, d'accord, avec l'abandon de certaines fonctionnalités gérées par le portail public, ils sont devenus de plus en plus fermes sur ce calendrier. Donc, il ne faut pas se dire aujourd'hui... je procrastine entre guillemets parce que je pense que la réforme va être annulée ou reportée. Je peux vous assurer que pour rencontrer souvent l'administration, c'est vraiment un message qu'ils font passer à chaque fois. Là, on passe plus sur une slide qui a pour objectif de vous dire que l'impact de cette réforme, ce n'est pas uniquement un impact sur les systèmes de facturation ou sur les CA3, comme je l'ai pu déjà le détailler auparavant. C'est vraiment une réforme qui a un impact qui va impacter plusieurs services de votre entreprise. Et c'est aussi pour ça qu'on vous conseille de construire des équipes projets
qui implique déjà toutes ces fonctions qui sont détaillées à l'écran, toutes les fonctions de votre entreprise. Je vais prendre rapidement quelques exemples. Sur la partie conformité fiscale, je pense que j'ai déjà détaillé pas mal auparavant. Sur la partie enregistrement des opérations comptables, typiquement, ça va être se dire, demain, je vais recevoir une facture électronique de la part d'un fournisseur. Je vais pas nécessairement être en accord avec cette facture. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde sous le coude, je la bloque et j'ai rien du tout dans ma comptabilité? Sachant que ça va être embêtant parce que si j'ai rien du tout dans ma comptabilité, sachant que l'administration, elle, l'aura vu passer au sein du système de facturation électronique, ça veut dire qu'on va créer une déconnexion. Voilà, donc il faut peut-être la comptabiliser en compte d'attente, par exemple. Donc ça, c'est un exemple d'impact sur les process comptables. Ensuite, vous avez des impacts juridiques. L'impact juridique, c'est typiquement, on a des réglementations sectorielles qui obligent, si je prends le secteur de la consommation, par exemple, à détailler si vous êtes si vous vendez des forfaits, ben, vous avez des réglementations sectorielles qui vous obligent à détailler la composition du forfait. Quelle est la main-d'œuvre, quelles sont les pièces, voilà. Et du coup, de se dire, bah, cette obligation qui est une obligation sectorielle, comment je la fais rentrer dans le masque du facturation, qui lui est un masque qui est commun à tous les secteurs et qui est défini à un niveau beaucoup plus élevé. Ça, c'est un exemple d'impact juridique. Il y a aussi la nécessité de revoir, bah, typiquement aujourd'hui, au dos de vos factures, vous pouvez avoir plein de petites lignes qui détaillent vos conditions générales de vente. Bah, de se dire, pareil, ça, qu'est-ce que ça devient quand ma facture devient une facture électronique? Donc, c'est un exemple d'impact juridique. Ensuite, si je prends un exemple lié à la supply chain, vous avez beaucoup d'entreprises qui exigent d'avoir la facture qui aujourd'hui voyage avec les marchandises. Bah, demain, ce sera plus possible. Ou alors l'inverse, on a des entreprises qui exigent pour pouvoir valider et payer une facture, d'avoir toute une liasse documentaire avec, pour pouvoir simplement se dire, bah, cette facture, oui, elle est légitime, je la valide et donc je la mets au paiement. Donc ça suppose de revoir comment on va réconcilier le flux de facturation électronique avec les autres flux de documents dont on a besoin pour valider une facture et la mettre au paiement. Ça, c'est un exemple d'impact donc, sur la supply chain. Élément de digitalisation de la fonction AP, c'est-à-dire, bah, il y a, bien sûr, comme vous allez recevoir beaucoup plus de factures électroniques, vous avez la possibilité d'avoir des gains en matière de traitement des factures. C'est aussi une nécessité, puisqu'on le e-reporting, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais ce n'est pas que sur le sortant, c'est aussi le e-reporting, vous l'avez aussi sur tous vos achats de services intracommunautaires et internationaux en dehors de l'UE, et surtout aux achats de biens au sein de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable de capturer les informations sur les factures entrantes à une mailing de factures, ce qui n'est pas forcément le cas du tout de tous nos clients. On a plein de clients qui traitent les factures entrantes uniquement à un niveau en tête de facture. Donc ça peut être un gros changement si vous êtes concerné. Et l'aspect cash, c'est tout simplement de s'assurer de pouvoir être payé par ses clients après l'entrée en vigueur de la réforme, puisque vous pourriez avoir certains clients qui se prévalent de l'absence de facture électronique éventuellement pour ne pas vous payer vos factures. Voilà. Cette slide, c'est pour vous dire que donc du coup, il y a une opportunité et même une nécessité de revoir vos process et de se dire que chez EY, on a des équipes qui nous accompagnent, avec lesquelles on travaille. Nous, on est fiscalistes, mais il y a d'autres équipes au sein d'EY qui sont disponibles pour vous accompagner sur la revue et sur l'amélioration des process P2P, O2C notamment, mais pas que. Il y a aussi le process note de frais qui est impacté par la réforme, l'archivage et la signature électronique des factures. Et là, une dernière slide, juste pour vous détailler tout ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'avez pas commencé, on espère que vous avez déjà tous commencé à travailler sur la réforme, mais si ce n'est pas le cas, il vous reste grosso modo 18 mois. Et je dirais que le message général de cette slide, c'est de vous dire que 18 mois, ce n'est pas tant que ça finalement. D'autant que nous, on recommande à tous nos clients de ne pas être prêts, de ne pas attendre le dernier moment pour être prêts, mais d'être prêts au moins 6 mois à l'avance pour avoir le temps de tester les flux de facturation électronique avec quelques clients et quelques fournisseurs. Ce qui veut dire que si on veut être prêt 6 mois à l'avance, il reste déjà plus que 12 mois. Et 12 mois dans le compte, c'est très très peu pour ce projet. Et c'est aussi le sens de la bulle qu'on a mis ici. C'est très peu, notamment pour certains d'entre vous qui peuvent avoir des SI complexes avec pas une seule chaîne de facturation, mais plusieurs. À ce moment-là, souvent, il y a la nécessité d'aller mettre en place un middleware pour concentrer les flux, les qualifier au regard de la réforme, comme on a dit, les orienter, faire du mapping de données, du transcodage. Et c'est d'autant plus vrai qu'on voit sur le marché que les PDP, comme elles croulent un peu sous beaucoup de demandes, elles sont de moins en moins capables de fournir des services, on va dire, d'intégration et de conversion sur mesure. Et du coup, elles mettent à disposition un service de PDP qui est un peu standard et elles demandent aux entreprises d'être capables de fournir souvent un fichier UBL qui est déjà bien structuré pour qu'elles aient le moins à faire de leur propre côté.
Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Cédric, sur cette slide, mais je crois que c'est ça les principaux messages. C'est ça, voilà. Et surtout aussi, donc là, en fait, on vous a indiqué l'ordre dans lequel on. Donc, on a construit une méthode de manière un peu empirique, en fait, au fil de nos missions. Voilà, et c'en est le résultat. Et on voit, en fait, les différentes étapes qui, à notre sens, sont à respecter pour, comme garant du succès de votre projet. Avec très important les points qu'on a métallisés en bleu, donc qui précèdent le choix de votre partenaire. C'est vraiment, on vous conseille, si on a un conseil à retenir, c'est de faire votre état des lieux de votre existant et de lister les impacts et les transformer en scénarios par rapport à tous les sujets à traiter, de manière en fait à avoir une vision vraiment claire de votre besoin au moment où vous faites le tour de piste des PDP présents sur le marché. C'est un sujet complexe parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui font pas forcément la même chose. On le découvre tous les jours, effectivement, avec même des grands noms font finalement peu, vendent beaucoup mais font peu derrière, ce qui induit évidemment un report de charge pour vos SI et vos DSI. Voilà, mais c'est vraiment le garant le garant du succès du projet parce que si vous venez directement voir les PDP en pensant qu'ils vont résoudre tous vos problèmes, c'est pas du tout le cas en pratique. Voilà, donc c'est le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie. Et on vous remercie effectivement et on va passer la main à Albert pour qu'il puisse vous dire quelle est l'approche de Microsoft vis-à-vis de cette réforme. Merci. Rebonjour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment sur ce que nous faisons vis-à-vis de Business Central. Et je vais essayer dans les prochaines minutes clarifier, vous dire ce qu'on fait, donner un peu plus d'informations. Alors, bien sûr, comme mentionné, la facturation électronique impacte beaucoup de pays, plus de 60 pays, bien sûr, dont la France. Le message officiel, c'est que Microsoft prendra en charge les localisations de facturation électronique dans ces pays, spécifiquement les pays qui ont une législation officielle, dont la France, et en fonction des dates des applications du règlement pour les transactions B2B. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est que veut-on dire par localisation? Alors, pour répondre, Business Central aura les protocoles nécessaires qui permettront au PDP d'intégrer avec Business Central. Il y aura des connecteurs avec des PDP globaux. Il y en a déjà d'ailleurs aujourd'hui. En revanche, il n'y aura pas de connecteurs avec des PDP spécifiques locaux. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur les liens qui sont dans cette slide pour un peu plus de précision. À noter aussi que la dernière version du protocole People, qui est prise en charge par défaut dans Business Central, est le People BIS 3.0. C'est un des protocoles qui permet l'intégration avec des PDP, qui permet les PDP de s'intégrer avec Business Central. Je n'ai pas plus de détails à ce stade pour vous partager, mais j'ai quelques autres éléments aujourd'hui que je peux vous dire. En interne, chez Microsoft, les exigences législatives sont en cours d'investigation de l'équipe produit. Il y aura très bientôt des échanges avec notre équipe produit et les régulateurs qui sont imposés par le gouvernement français, à savoir l'AFNOR. Le régulateur, c'est l'AFNOR qui a mis en charge InfoCert. Et à savoir que tous les éditeurs ERP devront être certifiés pour répondre à la législation. Entre autres, bien sûr, nous, pour Business Central et notre deuxième produit qui est Finance et Opération. Alors, en principe, la législation pour la France sera disponible dans la Wave 2 de 2025 de Business Central. Ça veut dire, en principe, à partir d'octobre 2025. Un autre élément, et peut-être pour donner la dernière bille, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de coût additionnel côté Microsoft sur Business Central. Potentiellement, vous devrez avoir des coûts de PDP qui seront à travers la PDP. Mais vis-à-vis de Business Central, il n'y aura pas de coût sur ce sujet. Voilà. Voici les informations que j'ai aujourd'hui. Potentiellement, il y aura des changements peut-être. Ce n'est pas encore clair de mon côté. Mais c'est les infos officielles que je peux vous partager à ce stade.
Merci. Merci beaucoup, Amaury, Cédric, Albert, pour cette séance de sensibilisation autour de la réforme e-invoicing, qui, je crois, est une des plus grandes réformes depuis 1945. Donc, il faut vraiment prendre en considération que c'est un projet dans un projet ERP ou dans d'autres projets, sous-projets informatiques DSI. Nous allons passer à la séance de questions. On voit quelques questions arriver. Je propose à Maurice, Cédric, Albert d'y répondre. Elles sont plutôt orientées PDP, calendrier et impact. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ces questions. On a jusqu'à midi pour pouvoir répondre tranquillement et vous aurez l'occasion de continuer à y répondre encore. Yes. Je les prends dans l'ordre. Donc la première question, c'est comment fait-on si effectivement, c'est la question, c'est comment fait-on pour générer son e-reporting si on n'envoie pas à la PDP les factures qui rentrent dans le périmètre de ces e-reporting. Donc c'est un point qui est important, c'est effectivement si vous décidez de ne pas envoyer à votre PDP 100% de vos factures, mais que celles qui sont dans l'obligation de e-invoicing, c'est-à-dire que le e-reporting, vous allez devoir le générer vous-même et vous mettre d'accord sur les modalités de partage avec votre PDP du e-reporting et peut-être sur des services complémentaires de transcodage ou de formatage de votre e-reporting pour que derrière, la PDP puisse l'envoyer à l'administration. Mais ça fait partie des discussions que vous devez avoir et qui doivent être définies quand vous lancez votre appel d'offres pour se dire qui fait quoi. Est-ce que j'envoie 100% de mes flux de factures à la PDP, charge à elle de faire l'aiguillage entre invoicing et reporting et de générer les fichiers au bon format et de transmettre à l'administration avec le bon calendrier, sachant que l'aiguillage ne sera jamais de la responsabilité de la PDP, ce sera à vous de fournir les règles d'aiguillage. C'est juste que d'un point de vue opérationnel, la PDP pourra le réaliser. Ensuite, quelle est la date pour rentrer Juste, pardon, Maurice, une précision. Un point important, c'est qu'effectivement, là, on voit, c'est toute la complexité de la réforme par rapport aux entreprises disponibles sur le marché qui peuvent vous aider, qu'elles soient OD ou PDP, donc OD, opérateur de dématérialisation, ou PDP. Mais là où il faut faire attention aussi sur un point, c'est que dès lors que vous allez transférer la responsabilité d'une partie de la production de ces objets à un tiers, et il ne faut pas oublier que donc, ces objets ils finissent par arriver dans les SI de l'administration fiscale. Ne pas oublier l'aspect archivage légal et contrôle fiscal informatique qui demain en fait va énormément se développer du fait que tout va être dématérialisé et digitalisé. Et là où je veux en venir, c'est ne pas oublier, en fait, quand vous contracterez avec une PDP, de leur demander de conserver pour votre compte ce qui est adressé à l'administration fiscale, notamment s'ils en sont à l'origine. Si vous les chargez de produire ces objets pour votre compte, n'oubliez pas de leur demander de les conserver pour votre compte, parce qu'en cas de contrôle fiscal, ce sera vous et pas vos partenaires qui auront à répondre de ces flux-là adressés à l'administration et du cadrage de ces flux avec les données élémentaires dans vos systèmes d'information. J'en ai terminé. Ensuite, la question d'après, c'est quelle est la date au plus tôt pour mettre en place la facture électronique, donc la facturation électronique? La réponse, c'est dès que l'annuaire sera disponible et dès que votre PDP et celle de vos clients ou de vos fournisseurs seront prêtes. Et techniquement, ça pourrait être un peu avant l'été 2025, donc c'est demain matin. Mais concrètement, ce sera vrai. Ça veut dire que vous êtes déjà très, très avancé dans votre projet. Ce sera sur une base volontaire, nécessairement, et ce sera que sur la partie e-invoicing, pas du tout sur la partie e-reporting. On ne peut pas rentrer de manière anticipée dans la réforme sur le e-reporting. On peut rentrer de manière anticipée que sur la partie e-invoicing. Voilà, donc grosso modo, vous pouvez viser été 2025, mais ça suppose que vos clients et vos fournisseurs soient d'accord, parce que c'est sur une base volontaire pour tout le monde. Ils n'ont pas une obligation de recevoir vos factures électroniques. Donc là, il faut vraiment que vos clients et vos fournisseurs soient prêts. Et donc, c'est un travail d'aller voir ces clients et ces fournisseurs pour se dire lesquels ont bien avancé et lesquels sont prêts, et du coup, avec lesquels on peut commencer à faire du testing. Voilà. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut garder 2 flux. Là, pour le coup, c'est possible jusqu'à ce qu'on valide que vraiment ça fonctionne. Et après, on bascule à 100% sur le flux électronique. Ouais, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est juste... Pardon, je pensais que tu avais terminé. Question suivante, donc, qui porte sur l'impact sur les notes de frais. Donc, les notes de frais sont un véritable cas d'usage qui est listé par l'administration fiscale. Alors, l'impact, quel est-il? C'est que demain, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que via vos notes de frais, dans vos notes de frais, en fait, selon les cas de figure,
sont fournis en justificatif éventuellement de véritables factures fournisseurs, d'accord? Typiquement, votre salarié va à l'hôtel et demande une facture au nom de sa société, mais la paye. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'hôtelier, il va vous adresser, vous en tant qu'entreprise, la facture via le e-invoicing. Et puis, votre salarié comme il a payé sa facture et qu'il doit le justifier, va demander en fait une copie de cette facture et va la fournir en tant que justificatif à sa note de frais. Ce qui veut dire que dans ce type de domaine, en fait, vous allez recevoir les factures depuis deux canaux distincts. Et du coup, qu'il va falloir notamment traiter ce double flux d'informations pour évidemment pas avoir une double comptabilisation de factures. C'est aussi complexe, une petite complexité à traiter quand, au niveau international, quand les frais sont engagés à l'étranger. Voilà, vous avez toujours pareil, un salarié qui est en Allemagne, qui perd ses bagages ou on lui vole, qui rachète tout avec sa carte. Comment le gérer? Versus un salarié pareil qui achète avec sa carte, mais la marchandise est directement livrée chez vous en France. Mais voilà, ça arrive quand même via ce canal-là, puisque effectivement c'est payé par une carte de l'entreprise, et donc du coup ça fait l'objet d'une note de frais. Donc, les notes de frais, c'est un flux à ne pas oublier, surtout pas oublier dans le cadre de la réforme, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'impact. Et on ne parle pas non plus de certains frais pour lesquels vous pouvez récupérer la TVA. Voilà, il y a aussi des sujets à ce niveau-là. Il y a une complexité ici parce que c'est un SI différent souvent. Et on peut avoir la même chose aussi avec les opérateurs de voyage, hein, pour lesquels souvent vous avez des protocoles particuliers et qui sont aussi dans la réforme. Après, la question suivante, c'est quels sont les critères pour identifier la PDP? Alors, il n'y a pas un critère, il y a vraiment une multitude de critères. On peut en citer quelques-uns. Déjà, quelle est votre empreinte géographique au niveau mondial? Est-ce que vous voulez une solution que pour la France ou est-ce que vous voulez une solution qui multi-pays? Ça va déjà écarter certaines PDP, puisqu'il y a des PDP qui vont être capables d'adresser vos besoins qu'en France. Et après, il y a plein d'autres critères, et notamment, on a cité avec Cédric le niveau d'assistance que vous allez souhaiter de la part de la PDP. Il y en a certaines qui vont vous fournir aucune assistance, et ce sera à votre DSI de devoir faire énormément de tâches, hein, et parfois même de générer les objets factures déjà conformes, versus vous allez avoir des PDP qui vont être capables de fournir une intégration beaucoup plus poussée. Donc ça dépend de est-ce que vous avez une DSI qui est capable de mener ce projet ou pas du tout. Donc ça peut aussi être un critère de sélection. On a parlé des cas d'usage aussi. Toutes les PDP ne sont pas obligées d'être capables de gérer tous les cas d'usage. Et en particulier, il y a des cas d'usage qui sont des cas d'usage sectoriels qui n'ont pas été officiellement répertoriés par l'administration. Donc là, pareil, c'est une discussion à avoir avec les PDP pour se dire quel cas d'usage elles gèrent et est-ce qu'elles gèrent les vôtres. C'est aussi un critère de sélection. Voilà, mais après, il y a aussi je vais compléter juste par des warnings aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, là, aujourd'hui, on a un écosystème de 80 PDP. Alors, je le rappelle, qui sont encore sous condition de déposer un rapport d'audit extérieur qui va valider, en fait, que ce qu'elles ont promis comme fonctionnalité par rapport au cahier des charges de l'administration va être respecté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut en fait prendre plutôt à tâche de sociétés qui ont une surface financière importante, parce que déjà, il y a ce coût primaire de développement qui n'est pas neutre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un peu comme pour ceux qui ont vécu la réforme en Italie, il va y avoir des mises à jour de cette réforme, donc ça veut dire de nouveaux développements, et donc la capacité pour ces sociétés, ces PDP, à suivre ces évolutions réglementaires et à les intégrer dans les temps, d'accord ? Donc, c'est aussi important, en fait, le jour où vous avez à faire un choix entre tout ce panel de PDP, voilà, il y a des petits, il y a des gros, il y a des moyens. Il faut faire attention, effectivement, avec qui on contracte à ce niveau-là aussi. Je termine juste, on a une question en termes de responsabilité. La question, c'est quid des responsabilités lorsque la PDP extrait les données? Alors, je pense que la réponse, elle n'est pas homogène. Ça dépend si elle extrait les données pour du flux e-invoicing pour générer le flux 1 qui doit remonter vers l'administration, où là, la sanction d'une mauvaise extraction serait liée à la qualité de PDP de la plateforme. Le risque, c'est qu'elle ait des pénalités financières ou qu'elle perde même sa qualité de PDP. Ça, c'est une chose. Et après, il y a le fait de se dire, si vous confiez une tâche d'extraction des données des factures pour générer le e-reporting, là, en fait, on n'est pas dans une obligation qui est une obligation des PDP. C'est-à-dire que c'est une tâche que vous confiez à la PDP, mais au-delà de son mandat de PDP, à ce moment-là, vous êtes dans le cadre de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire la sanction, ça va être celle que vous avez prévue au contrat
avec votre PDP. Et donc, c'est aussi là que c'est important, du coup, de bien avoir goupillé son contrat avec la PDP pour se dire qui est responsable de quoi, quelles sont les sanctions, qui prend en charge éventuellement les pénalités financières qui pourraient être appliquées par l'administration. Voilà, donc la réponse, elle est pas unique. Et après, on a des questions pour toi, Albert, je pense, donc on va te laisser Ouais, répondre. en effet. Alors, Deux que questions. propose Microsoft comme solution pour les versions précédentes, 2017 et 2018? Alors, je comprends que vous voulez dire sur Navision, la version on-premise. Alors, c'est une version qu'on ne développe plus. On a juste le support étendu, mais on fait plus de développement dessus. Alors, en principe, vous devrez. Alors, vous avez toujours la possibilité d'intégrer. Vous devrez intégrer avec un PDP. Je doute qu'on fasse un connecteur sur le sujet, vu que c'est une version on-premise et vous avez la possibilité de connecter. Versus dans le cloud, c'est un peu plus restreint. Deuxième point, c'est BC Plugin Interface en 30. C'est pour les factures achats. Alors, normalement, avec les protocoles qui sont mis en place, ça permet des factures, c'est dans les deux sens. Ça permet dans les deux sens, très simplement. Voilà. OK. Merci Albert. Il nous reste une minute pour vous remercier. Merci à toutes et à tous pour votre participation active à ce webinaire sur la réforme de l'e-invoicing. Nous espérons que les informations partagées aujourd'hui vous ont été utiles et vous aideront à naviguer dans cette transition avec confiance et qui est une des plus grandes réformes, je le rappelle, en matière fiscale. Nous tenons Cosmo à remercier chaleureusement nos partenaires, EY et Microsoft, pour leur précieuse contribution et leur expertise. Nous referons de nouveaux webinaires, nous n'en sommes qu'au début et nous continuerons à vous sensibiliser, à vous apporter notre expertise. Avant de conclure, nous vous rappelons que vous pouvez continuer à poser vos questions en utilisant le QR code affiché à l'écran. Nous nous efforcerons de répondre à toutes vos interrogations dans les plus brefs délais. Nous vous encourageons également à consulter les ressources supplémentaires que nous mettrons à disposition après ce webinaire pour approfondir les sujets abordés aujourd'hui. Vous pourrez également entrer en relation, si vous le désirez, avec EY via Cédric et Amaury. Et encore une fois, merci pour votre présence et votre engagement. Nous vous souhaitons une excellente journée et beaucoup de succès dans la mise en œuvre de la facturation électronique. À très bientôt. Merci Nora, merci Albert. Merci à tous. vous. Merci. Merci à tous.